Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud. Le film, non, les films d'aujourd'hui, puisque je vais aborder les Animaux Fantastiques 1 et 2 dans ce même petit blog audio. C'est donc deux films qui ont été réalisés par David Yates et scénarisés par J.K. Rowling, l'auteur des livres Harry Potter et donc de cette fameuse série à succès, Les Animaux Fantastiques, en étant la préquelle officielle. Il faut savoir que J.K. Rowling n'était pas scénariste sur les adaptations cinéma des Harry Potter. On m'a appris il y a peu derrière que c'était Steve Kloves. Je n'avais pas spécialement fait de recherche là-dessus d'ailleurs, qui avait travaillé sur l'adaptation essentiellement sur les 8 épisodes. A priori, il faudrait que je vérifie tout ça. Et J.K. Rowling a donc écrit ses premiers scénarios originaux de films pour Les Animaux Fantastiques 1 et 2. Le film est sorti le 7 novembre 2018 et je l'ai vu au cinéma, si je ne dis pas de bêtises, en version française. Donc les Animaux Fantastiques sont la préquelle des Harry Potter, donc je dois tout de suite lever le bouclier, mettre le casque, le gilet pare-balles et tout. Je ne suis pas un fan de la série Harry Potter, je l'ai vu très tardivement, et ce n'est que depuis, je dirais 2-3 ans, je me suis fait toute la série une bonne fois, parce que j'avais jamais vu le 1, hein, pour vous donner une échelle d'idée, j'étais carrément passé à côté. Depuis très longtemps, j'avais vu les films à partir du 3 au cinéma, si je dis pas de bêtises, et ensuite je les avais regardés jusqu'au bout, par curiosité, parce que le phénomène me paraissait dingue, je trouvais ça fou de faire une adaptation de livre qui venait à peine de sortir, et de sortir un film par an, je trouvais ce défi absolument dingue, sans compter que j'avais pas trouvé le 3 dégueulasse, et que au final, j'étais curieux de voir jusqu'où ça allait aller, et comment ce projet complètement gargantuesque allait pouvoir s'en sortir. Encore une fois, 8 films en l'espace de 8-9 ans, quoi. Donc c'était vraiment une adaptation par an, un rythme effréné, et une difficulté exceptionnelle en termes de blockbuster de ce niveau-là, puisqu'en général, à l'écriture, on laisse à peu près 2 ans, hein. Sur un blockbuster pour que le temps d'écriture soit à peu près une année complète. Donc ça vous laisse une échelle d'idée de la difficulté de diviser ce temps par 2, voire par 3, puisque au même moment où on écrit, il y a la production qui doit commencer tout de suite, vu que le film doit sortir l'année suivante, grosso modo pile un an. Alors c'est pas tout à fait le cas. Par exemple, le 7, si je dis pas de bêtises, est sorti en milieu d'année, donc un an et demi après le précédent, et ils ont sorti le 8 dans la foulée, un peu moins d'un an après, ou à Noël, si je dis pas de bêtises, je suis plus certain. Quoi qu'il en soit, il y a quand même eu un petit décalage à un moment donné, et c'est tant mieux à mon avis pour la qualité des films au final. Quoi qu'il en soit, je suis pas un grand fan de la série Harry Potter, j'ai pas adoré cette série, mais voilà, je vais probablement faire un retour sur cette série. Allez, je le lance comme ça, mais je pense que je vais me faire un petit plaisir, on va se faire un petit truc, film de Noël, enfin bon bref, on verra, mais je me dis que ce serait pas mal de faire les 8 là d'ici Noël, on rigolerait bien. Ce sera compliqué de faire un film par semaine, je pense que ce sera pas plutôt un épisode par réalisateur, mais bon, on verra. Quoi qu'il en soit, c'est juste pour vous donner un petit peu mon point de vue sur la série. Je suis pas un grand fan, donc j'attendais pas spécialement les Animaux Fantastiques, et je vais revenir du coup sur ce que j'ai pensé des Animaux Fantastiques 1 et 2. Donc, je vais plutôt parler du contexte. Évidemment, après le succès colossal des films Harry Potter, où ça a cartonné, hein, du premier jusqu'au dernier, il y a eu une petite baisse, je crois, entre le 4 et le 5, où c'était un petit peu moins bon, et après ça a cartonné sans arrêt jusqu'à l'apothéose, où le dernier film a fait un box-office mondial, et je vous parle même pas des ventes de Blu-ray, de DVD, jusqu'à encore aujourd'hui. Moi-même, je viens d'offrir à ma compagne le coffret de Blu-ray, donc ça vous donne une échelle d'idée de à quel point ça se vend, et ça va encore se vendre pour un long moment, à mon avis. Tout simplement parce que ça a marqué l'imaginaire de plein de gens qui sont passés de l'enfance à l'âge adulte ou de l'enfance à la grande adolescence avec les Harry Potter. Donc ça va avoir un impact pendant encore bien des années, et j'attends de pied ferme l'annonce d'un fameux remake à un moment donné de la série, d'un reboot. Puisque maintenant on est super rapide, on fait des reboots, on n'a même pas le temps de voir une série qui a déjà un reboot de prévu. Ce qui est assez ridicule, quoi qu'il en soit. Je reviendrai, c'est un sujet en soi, hein, la question des reboots trop rapides ou, entre guillemets, enchaînés de manière complètement commerciale et sans cohérence artistique. Je reviendrai là-dessus à l'occasion. Donc, après le succès colossal des Harry Potter, le studio voulait faire plus de pognon, voilà, faut dire les choses avec simplicité, et tannait donc J.K. Rowling pour avoir une suite, n'importe quelle suite possible, pourvu qu'il y en ait une, tout simplement. Et donc J.K. Rowling, qui a beaucoup apprécié de travailler avec David Yates sur le 5, 6, 7, 8, sachant que le 8 est en deux, le 7 et le 8 étaient, en fait, devaient être un film et puis a été divisé en deux sur l'insistance de Yates et de J.K. Rowling,
Donc ils ont beaucoup aimé bosser ensemble, et ils ont finalement choisi un scénario original, basé sur une histoire déconnectée un peu de l'histoire d'Harry Potter, une histoire qui suivrait du coup le zoologiste Norbert Dragono, qui aurait donc pour objectif principal de chasser des animaux fantastiques, je reprends le titre mais c'est une réalité, des animaux magiques tout simplement, et qui permettrait du coup d'explorer l'univers de Harry Potter, de l'univers des sorciers, hors de Poudlard, puisque quelque part, dans les Harry Potter, on était quand même ancré à Poudlard, et grosso modo, le principe de suivre une année scolaire fixait beaucoup la narration là-dessus, pour le bien de la série, je pense. Mais en tout cas, ça empêchait d'éclater complètement l'histoire hors de Poudlard, même si ça arrivait un peu tardivement dans la série, mais ça finissait un petit peu par arriver. Ça n'allait pas jusqu'au niveau de ce qu'allaient proposer les Animaux Fantastiques. Et donc, comme Yates était très copain depuis Harry Potter 5, ils ont eu envie de rebosser ensemble, et ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que Rowling était très présente sur les productions d'Harry Potter, et était rarement contente du travail des réalisateurs précédents. Je sais qu'elle s'est fait une spécialité de revenir sur les films 3-4 ans plus tard en disant qu'elle les appréciait bien, mais au moment des tournages, les réalisateurs qui en ont parlé, que ce soit Chris Columbus ou Alfonso Cuarón, mais aussi Mike Newell, ont évoqué des rapports compliqués, puisque J.K. Rowling savait ce qu'elle voulait comme univers, et ils se retrouvaient eux dans une position compliqué où ils avaient un blockbuster à mener, ce qui les empêchait par définition, vu l'ampleur du truc, de faire ça comme un exécutant, mais dans le même temps, quand ils amenaient leurs pattes, J.K. Rowling était rarement satisfaite. Beaucoup de gens, par exemple, critiquent les largesses qu'a pris Alfonso Cuarón dans Le Prisonnier d'Azkaban, qui est pourtant, selon moi, le seul film à proprement parler de la série. Donc, je reviendrai là-dessus, encore une fois, je vais faire une critique complète. Je pense qu'il vaut mieux. Mais tout ça pour dire, elle était très présente, et par contre, elle a tout de suite apprécié, et beaucoup apprécié le travail de David Yates du 5, qu'elle a donc poussé à garder à la production, puisqu'au départ, David Yates, je ne sais plus qui il remplaçait, mais il remplaçait quelqu'un pour le 5, si je ne dis pas de bêtises, et donc l'Ordre du Phénix, et du coup, il n'était pas censé faire le 6, 7, 8, on devait trouver quelqu'un d'autre, le 6, c'est le 7, et finalement, c'est elle qui a poussé pour qu'il reste, et il a fait donc les films jusqu'à la fin de la série. Donc en fait, c'est deux personnes qui se connaissent très bien, J.K. Rowling et David Yates, et ils apprécient leur travail. Donc c'était logique que ce soit eux qui restent ensemble pour élaborer la suite, et ils l'ont élaboré visiblement de manière assez naturelle. La production, évidemment, était contente d'avoir l'auteur au scénario. C'est pratique, ça évite d'avoir des prises de tête avec les fans, et en plus, ça fait un peu bouclier, quoi. S'il y a des conneries, ça vient de l'auteur de la base du bouquin, donc tranquille. Et de l'autre côté, ils avaient le réalisateur du succès des deux derniers Harry Potter, donc c'était en quelque sorte tout bénef. Il se trouve que j'ai pas lu les livres de Harry Potter, et j'ai découvert, comme je vous ai dit, des films tardivement, je suis pas fan. Mais comme je vous le disais avant, je les ai revus dernièrement, et finalement, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir réussi ça, même plutôt bien. Il y a une partie du travail d'adaptation qui a été vraiment accomplie, et qui a été, je pense, plutôt respectueuse, même si je pense que il aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir des films. Mais je mets tout de suite un gros bémol, est-ce qu'on peut faire, comme je vous le disais avant, un film réellement singulier, en 1 an de production, avec des sommes et des enjeux financiers aussi énormes derrière une pression pareille? J'ai des doutes. Quand je dis enjeux financiers et pression, je fais une parenthèse rapide, c'est le moment où naturellement le réalisateur pourrait dire, écoutez, il faudrait bien avant la sortie du film, 8 mois, 9 mois, 10 mois avant que la date soit annoncée, lui il pourrait tout à fait dire, il ou elle d'ailleurs en termes de réalisation, je pense qu'il nous faudrait 2-3 mois de plus, décalé d'une semaine, machin. Sur les Harry Potter, c'était impossible, on est dans ce genre de film, là, quand la date elle sort, la période est prévue, les fans sont derrière, donc c'est hyper hardcore, et en plus, au-delà de la pression des fans, il y a ce côté faire du fric le plus vite possible, utiliser le plus possible la hype le plus vite possible, et une des meilleures techniques pour ça, c'est de faire un film par an. C'est le Seigneur des Anneaux qui a montré que ça marchait, mais grave, que les gens ils étaient capables d'attendre 1 an, et qu'ils allaient y aller en masse en plus, quand ils avaient apprécié le taf. Même pas forcément, et que ça marche même si le film n'est pas forcément terrible en plus. C'est juste cette habitude au rythme d'avoir tous les Noëls, ce rituel familial en plus, c'est encore plus efficace quand il s'agit de films familiaux. Donc c'est pour ça que les productions sont hyper chaudes sur les dates de sortie de ces films-là, et quand elles s'engagent évidemment à des millions, avec des millions et des millions et des millions de dollars, ça joue encore plus. Petite parenthèse autre, mais c'est les Star Wars qui auraient mieux fait de s'en inspirer et de pondre leur nouvelle trilogie en 3 ans. Je suis sûr qu'ils auraient cartonné avant même que les gens réalisent que les films étaient mauvais. Bref, je ferme la parenthèse.
Je pourrais revenir sur les Star Wars à l'occasion, vous avez qu'à me laisser en commentaire si ça vous intéresse. Je sais pas encore si j'ai envie de le faire pour l'instant, je me laisse un petit peu de temps pour l'envisager. Tiens, la police qui passe près de chez moi. Bon, peu importe. Donc, oui, maintenant que j'y repense, je vais vous faire ma petite série sur les Harry Potter. Hein, on va se les faire. Je pense que je ferai un épisode par réal, mais on verra. Je vais peut-être me laisser la liberté de faire autrement, on verra. Parce que j'aimerais bien finir ça pour Noël, ce serait sympa. L'année dernière, j'avais fait Wall-E comme film de Noël, film des fêtes en quelque sorte, et je me suis dit, c'est un peu limite d'en faire un seul. Faudrait trouver une série ou quelque chose d'un peu plus rigolo à attaquer comme ça sur les HO. En plus, un film où j'ai pas spécialement envie de faire du montage image comme un après le film et tout ça. Parce que j'aurais pu prendre Le Seigneur des Anneaux, que j'adore, mais Les Seigneurs des Anneaux, avec les Hobbits, tout ça, ça me donne envie de faire une vidéo avec du montage image et tout. Donc on reviendra dessus à un autre moment. Les Harry Potter, par contre, je l'avoue, je suis moins fan. Je suis pas prêt à faire le taf que Durandal a fait dessus. Regardez la vidéo de Durandal sur les Harry Potter, c'est un truc de taré. Le mec, il a fait un taf de fou, surtout qu'il avait lu les bouquins avant en plus, parce qu'il était visiblement assez fan. Donc vous allez voir, c'est un travail de ouf. Je suis pas d'accord avec lui sur plein de trucs, mais par contre, il a fait un travail génial. C'est des vidéos très intéressantes, comme d'habitude, avec Durandal. Bref, on reviendra sur les Harry Potter à un autre moment, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc, David Yates, réalisateur, que j'ai découvert dans les Harry Potter, perso, j'aime pas trop son style, je vais être honnête. Je l'ai découvert avec les Harry Potter, j'étais pas très content. Pour faire court dans les Harry Potter, dès son arrivée, j'ai senti vraiment un côté feuilletonesque, un côté... J'avais senti chez les autres réalisateurs, à part Mike Newell, je pense, mais je ne vais pas revenir là-dessus en détail pour l'instant, un désir de faire un film et d'avoir un rythme qui soit celui d'un film et non pas d'un épisode. Et chez David Yates, dès son arrivée, on sent vraiment qu'il y a des trous dans les séquences, des moments où si t'as pas lu le livre, c'est pas grave, mais on te fait sentir, avec le cut carrément, qu'il y a eu un hiatus de temps et d'événements. Et ça pour moi, c'était insupportable au cinéma. J'ai l'impression de voir un film où on me résumait une intrigue. Je trouvais ça très très désagréable. Et même si je comprends l'intention et le fait qu'il ait pu réussir à travailler avec J.K. Rowling comme ça, ce qui est une très bonne chose au demeurant, hein, puisque J.K. Rowling est quelqu'un de très intéressant, il n'y a pas de problème, et c'est probablement très intéressant de travailler sur son univers, aucun doute là-dessus. Moi-même, je serais très intéressé de travailler sur son univers en termes de réalisation de films. Nonobstant, je trouvais que c'était trop, qu'il avait poussé le bouchon trop loin. Mais je reviendrai en détail là-dessus quand je critiquerai ces films. Tout ça pour dire, j'ai pas aimé ce style, j'ai pas aimé cette optique d'adaptation qui, pour moi, au final, n'en était pas une. Mais je reviendrai dessus en détail. Donc, voilà, j'avais l'impression dans ces films de voir des adaptations certes malignes, mais flagrantes de livres, comme je disais, avec trop d'ellipses et des découpages répétés. Il y avait un côté livresque dans les histoires qui était vraiment désagréable, sans compter le style de réalisation très académique dans le sens mainstream, rapide, propre et sans idée très singulière. Mais je vous ferai un retour détaillé là-dessus. Bon bref, je ferme la parenthèse. C'est juste pour dire que mon regard sur David Yates était pas très j'étais pas très convaincu, j'étais pas très emballé par ce mec. Même si j'ai conscience que la réalisation sur les Harry Potter finaux, donc les épisodes, il a fait quand même tous les derniers épisodes, il y avait une très grosse pression très grosse pression en soi, parce que c'était chaud de faire les films Harry Potter, hein, vu que c'était les gros films dont on causait, hein, entre 2000 et 2008. Je dis des bêtises, je crois que ça finit en 2010, non ? Je sais plus. Donc il y avait une très grosse pression, il faut avoir conscience que Chris Columbus, qui pourtant était plutôt... avait beaucoup plus d'expérience dans des films comme ça que dans les gros blockbusters, que David Yates, il est parti parce qu'il n'en pouvait plus de la pression, il l'a dit. Hein. Quaron a littéralement rejeté la pression, il a fait un film et ensuite il a dit ciao. Et encore, il a fallu que Guillermo del Toro, le réalisateur du Labyrinthe de Pan notamment, lui dise écoute, vas-y, arrête de faire ton snob, fais un film comme ça et t'en feras plein après. Et il a eu vachement raison, c'était un excellent conseil. Et Mike Newell, il s'est littéralement laissé écraser par le truc. Quand on voit la coupe de feu, je trouve que tout est dit. Donc c'est déjà fort de la part de David Yates d'avoir fini un projet aussi titanesque. Voilà, comme je disais, une adaptation de 8 films en 8 ans, déjà de 7 livres en 8 ans, 9 ans, 10 ans même pas, sur forme de 8 films, et d'avoir accepté d'emmener le bateau jusqu'à la fin, c'était costaud. En termes de projet de cinéma, l'échelle est absurde, faut être clair, en termes de production, c'est n'importe quoi. Tu finis un film, t'es déjà en train de commencer le tournage du suivant, dans la post-prod du suivant, enfin, c'est un enchaînement de délire, c'est un travail de débile, franchement, donc j'insiste, j'ai du respect pour qu'il ait réussi à mener ça jusqu'au bout, et au final, les films sont tout à fait regardables, donc c'est pas du tout, comment dire, faut m'entendre, je suis
suis critique, parce que je chipote, mais je suis admiratif d'avoir réussi à mener un tel taf jusqu'au bout et que les films restent cohérents. Ça aurait pu être des bouses littérales. Je vous rappelle que dernièrement, on a eu le Star Wars 8, ou encore, ou je sais, qu'est-ce que j'avais vu encore dernièrement de incroyablement mauvais, ou le Predator dernièrement, de mon copain pourtant, j'ai oublié le nom du réalisateur maintenant, de Shane Black. Donc voilà, il y a des catastrophes industrielles que les réalisateurs n'arrivent pas du tout à rattraper, il y en a. Ça n'a pas été le cas d'Harry Potter, il faut quand même respecter ça. Donc, quelque part, même si j'en attendais rien, je lui donnais le bénéfice du doute avant de voir Les Animaux Fantastiques 1. Parce que je me disais, si ça se trouve, avec un film avec moins de pression, avec un scénario original, et plus cette contrainte d'adapter du livre, on va peut-être perdre ce côté livresque et tout ça. Du coup, je lui laissais le bénéfice du doute, sachant que j'étais pas spécialement branché de le voir, mais comme ma compagne avait envie, je me suis dit, je vais le voir, c'est pas plus mal, les Harry Potter, c'était pas non plus à gerber. Alors, pour info aussi supplémentaire, j'ai pas vu d'autres films, j'ai pas vu tous les films de David Yates, j'ai essentiellement vu ce qu'il a fait sur les Harry Potter, je n'ai pas vu par exemple son film avant Les Animaux Fantastiques, The Legend of Tarzan. Je n'ai pas vu non plus les séries anglaises où il a taffé. Donc mon point de vue sur lui est essentiellement basé sur son travail sur les Harry Potter. Hein. Donc si je dis des bêtises et qu'il a fait des choses formidables avant, détrompez-moi, ça m'intéresse beaucoup d'aller voir. Par exemple, The Legend of Tarzan, ça m'attire pas du tout a priori. Mais si vous pensez que ça vaut le coup, je le vois, je le materai et je ferai un retour dessus avec plaisir. Donc, les animaux fantastiques, titre sobre et efficace, le pitch. Dans les années 60, je suis même plus sûr que c'est les années 60. Là, non, j'ai un doute. Bon, peu importe. Dans les années 60, Norbert Dragono, un zoologiste un brin lunatique, réservé et essentiellement intéressé par la protection des animaux, arrive aux États-Unis en quête d'animaux extraordinaires. Dans ce monde où les magiciens vivent cachés à l'insu des non-mages, l'équilibre vacille. Grindelwald, le magicien qui a promis de sortir les sorciers de l'anonymat pour les faire régner sur le monde, aurait été entrevu à New York. Et dans le même temps, des partis religieux radicaux se forment et dénoncent les sorciers à une population incrédule, mais déjà intéressée un tant soit peu. C'est dans ce contexte tendu que Norbert rencontre Jacob Kowalski, un jeune non-mage plein de bonhomie qui souhaite ouvrir sa propre pâtisserie. Je fais exprès d'être un peu lunatique comme ça, mais ça vous donne un petit peu le point de départ qui est finalement assez étrange pour une préquelle d'Harry Potter et qui est relativement originale puisqu'elle part de rien. Un mec qui cherche des animaux, un gars qui veut ouvrir une pâtisserie. Quoi. Donc, il a la rencontre de ces deux êtres improbablement mis en contact par la vie. Pardon. Fantastic Beasts 1 est en fait un film plutôt singulier dans la série des Harry Potter, et un film singulier en général en termes de blockbuster. C'est un étrange film où on suit finalement un asocial à la recherche d'animaux réellement fantastiques, parce qu'ils sont magiques, mais vraiment fantastiques. Les propriétés magiques spectaculaires qu'ils ont donnent lieu à des scènes réellement originales et riches. C'est une des grandes qualités des animaux fantastiques. C'est un petit tour de force du film de renouveler un univers de manière originale et spectaculaire et très sympathique à la fois. J'ai l'exemple en tête de l'Obscurus qui est intéressant dans le sens où c'est une créature, un animal d'émotion pure, qui est joué sur notamment les effets spéciaux de la colère, et c'est plutôt bien amené dans la narration, même si c'est un petit peu cliché, on est d'accord, c'est plutôt bien amené, et j'aime bien l'idée qu'il soit considéré comme un animal, plutôt qu'une créature ou un monstre a priori, même si on finit par le dire plus ou moins, que ce sont plus des monstres quelque part. Et ça, c'est vraiment un des tours de force du film, c'est les différentes séquences avec les animaux fantastiques qui sont réellement fantastiques. Mais j'en reviendrai là-dessus ensuite. Alors, on a un bon développement globalement des animaux, je trouve, dans le film, au détriment peut-être de l'intrigue politique, qui est certes sombre par rapport à l'univers d'Harry Potter, hein, on est toujours dans un univers assez obscurantiste, paradoxalement. Bien qu'il y ait de la magie, on sent vraiment que chez les magiciens aussi, il y a une forme de protectionnisme assez étrange. On veut se protéger des humains, mais on veut les protéger aussi. On ne sait pas exactement pourquoi les magiciens ne se disent pas on va régler les problèmes des humains en disant clairement qu'il y a de la magie partout. Il y a une sorte d'omerta qui est un peu en mode, quelque part, snob, mais aussi d'un autre côté, protéger les humains d'un pouvoir qui est quelque part encore plus dangereux, et vu que les humains sont déjà quelque part dangereux eux-mêmes sans ça, enfin bon bref, il y a un truc comme ça, un double discours qui est assez intéressant, et qui explique un peu pourquoi cet univers est aussi sombre.
Mais malgré tout, une fois qu'on a eu l'habitude d'Harry Potter, j'ai trouvé que c'était quand même étrange d'avoir un univers aussi sombre déjà, bien avant la période d'Harry Potter. Bon, peu importe. Je trouve cette intrigue donc politique est sombre, mais je trouve aussi un peu pataude. C'est pas toujours très fin. Hein. La mère du personnage de croyance, notamment, qui est une religieuse radicale, bon, voilà, c'est pas la grande finesse. Hein, ou encore l'univers du parti politique qui grosso modo est une sorte de WASP américain de base, est finalement très light. On sait très peu de choses d'eux. On passe beaucoup de temps dans leur entreprise et tout ça, mais finalement, je trouve que ça apporte pas grand-chose à la narration. Ça explique le contexte, mais ça a un peu d'impact, je trouve, et c'est surtout à cause de la fin, je trouve, qui est un peu dédie tout ça. Pour la petite parenthèse, de toute façon, attention, gros spoiler, mais Grindelwald, il échoue. Hein. Enfin, je veux dire, les Harry Potter, c'est après. Et au début d'Harry Potter, il y a pas de... Les magiciens dirigent pas le monde. Hein. C'est... Voilà, l'omerta sur les non-mages, sur les moldus et tout ça existe toujours. Enfin, voilà. Les magiciens sont cachés. Donc, je sais pas comment ils ont pu penser que le suspense allait tenir aussi autant sur Grindelwald, entre guillemets. Et heureusement, dans ce premier film, c'est pas le cas. Donc, voilà. C'est un peu zarbi d'avoir monté un suspense autour de ça. Puisque c'est la préquelle, quoi. Bon, je ferme la parenthèse. Peut-être que je suis idiot là-dessus, j'ai raté quelque chose, mais bon. Je ferme la parenthèse. Heureusement, le héros est assez étrange, mais peu attachant, souvent maladroit, voire malsain. Je trouve qu'il fait des blagues, par exemple, à un moment, il envoie une sorte de monstre balle, je vous passe les détails, vous verrez par vous-même, vers son copain. Il se trouve drôle de faire ça, alors que c'est une sorte de vampire assez agressif, visiblement. Bon. En plus, les animaux que lui va sauver sont souvent violents et involontairement très dangereux, parce que magiques, hein, tout simplement. J'ai pas l'impression que le héros, donc Norbert Dragono, est très conscient du risque qu'il fait courir à tout le monde souvent. C'est assez étrange. Il a un rapport aux gens qui est assez étrange, je trouve, pendant tout le film, même si on comprend qu'il a des amis, qu'il apprécie Jacob assez vite. Jacob est un personnage assez naïf, il va pas lui poser des questions sur ses motivations, et on sent bien que quand on questionne les motivations de Norbert, il est un peu radical, quoi. C'est du genre, les animaux sont gentils, ne vous inquiétez pas, alors qu'on a vu clairement depuis le début du film que non, ils sont franchement dangereux. Mais heureusement, parce que je trouve ce héros pas terrible, honnêtement, pas très intéressant, bien que décalé et original, pour le coup, ça c'est vrai, on a Jacob Kowalski, notre petit pâtissier. Le personnage n'est pas forcément drôle, mais je trouve qu'il est instantanément sympathique. C'est un homme aux valeurs simples, qui a des maladresses, mais qui a une vraie candeur et une vraie beauté dans ses actions, et il est souvent motivé par des choses pures et simples, comme l'amitié et l'amour. C'est pas un mec, il a peur, c'est un peu heureux comme tout le monde, il est confronté à des choses incroyables, donc il est par moments dépassé, ce qui est complètement normal, mais c'est un beau personnage qui se révèle être, au final, un héros malgré lui, parce qu'il est complexe et qu'il a un trajet de danse dans le film. Il se transforme dans le film, il a vraiment une évolution, il essaie de l'ouvrir sa pâtisserie, et évidemment, il va jusqu'au bout pour essayer il est complètement amené hors de son domaine de prédilection, et il finit par aider Norbert pour de bonnes raisons, pour des raisons nobles, il n'est pas seulement traîné dans l'histoire. Et ça, c'est vraiment classe. Contrairement à Norbert, qui finalement est le même du début à la fin du film, il a à peine bougé. Il rencontre une femme qui s'appelle Tina, et qui est donc une magicienne qui travaille pour les services de sécurité américains, bon, de la magie, blablabla. Leur relation dans le film, elle décolle pas vraiment, c'est assez étrange. On comprend très vite qu'ils doivent être le love interest l'un de l'autre. Bah, même à la fin, on se dit ok, ils commencent à s'intéresser un peu l'un à l'autre, mais finalement le film a été assez immobile sur eux, je trouve. C'est un film assez étrange à ce niveau-là. En tout cas, Les Animaux Fantastiques 1, c'est un film qui tient ses promesses. Les animaux sont fantastiques dans des scènes fantastiques. C'est-à-dire qu'ils amènent réellement quelque chose à chaque fois. Il y a le personnage il y a un petit animal qui est voleur de bijoux. Bah, ça crée une séquence finalement assez comique et magique. Donc on est dans l'univers d'Harry Potter, mais en plus, ce petit truc à ajouter de l'anarchie amenée par les animaux. Je parle même pas de l'animal qui prend la taille des espaces où il se trouve, qui a vraiment des séquences où il est terrifiant. Il devient vraiment flippant, alors que c'est juste un animal, hein. Il n'y a pas besoin de grimacer ou d'essayer de bouffer les gens, c'est juste qu'il devient énorme selon où il se trouve, donc c'est assez génial. Il y a une sorte de rhinocéros avec une
je sais pas si c'est une corne explosive, je sais pas exactement comment c'est, qui est énorme comme ça, qu'on retrouve dans un zoo à un moment donné, que Norbert est obligé de dresser plus ou moins. Alors on peut ne pas aimer la scène et la trouver un peu ridicule, mais là au moins on voit que c'est un zoologiste et que le mec il a ce truc pour prendre soin des animaux et qu'il a ce rapport à eux. Enfin, et je parle pas de son petit animal qui l'accompagne partout, cette petite branche d'arbre. Bref, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire, ils apportent quelque chose, tous ces animaux. Ils ont vraiment quelque chose de passionnant. Et quand on découvre sa fameuse réserve d'animaux, il y en a un peu partout, je spoil un tout petit peu, ça continue d'être comme ça continue d'être magique, ça continue d'être dingue. Et je trouve que c'est vraiment la force du film, c'est d'avoir cette approche en biais, de suivre un gars dont les intrigues politiques l'intéressent finalement très très peu, ou de très loin. À part quand il s'agit de sauver ses amis et de faire des choses entre guillemets bien, il participe, mais de lui-même, ce qui l'intéresse, c'est de sauver les animaux. Donc il y a quelque chose comme ça de très, très intéressant dans ce personnage, et de vraiment original pour le coup. C'est un personnage vraiment très très différent de Harry Potter, qui était très égocentré et qui devenait par moments assez désagréable. Mais je vais revoir la série, je vais peut-être me faire un avis un peu plus nuancé là-dessus. Quoi qu'il en soit, on a au final un vrai héros original. Mais heureusement, parce que du coup ça la rend un petit peu froid, un petit peu distant, un petit peu difficile à lire, un petit peu étrange, dans le mauvais sens du terme. Parce qu'il pourrait être étrange attachant, mais je trouve pas que Norbert d'Argono soit étrange attachant. Il est juste étrange par moments, il est décalé, on a du mal à savoir un peu ce qu'il ressent, on est un peu à distance de lui. Au moins à ce niveau-là, Jacob Kowalski est beaucoup plus lisible, et il apporte comme ça, il draine vraiment le film vers lui, et c'est pas étonnant que le film se conclue sur lui. Et c'est une excellente conclusion d'ailleurs, c'est peut-être une des fins de blockbuster qui m'a le plus plu de ces dernières années, la fin des Animaux Fantastiques. Les derniers plans est vraiment très bon. Et du coup, elle tourne autour de l'histoire d'amour que Jacob vit, et c'est surprenamment moins naïf qu'on pourrait le croire au début, que le film le laisserait deviner, ça devient vraiment bon sur la fin. Ça, c'est aussi une petite réussite dans l'écriture du scénario, et dans la mise en scène, puisque cette histoire avance un peu comme une histoire B, et au final, elle conclut le film, et je trouve qu'elle apporte beaucoup plus au film que l'histoire d'amour supposée entre Norbert et Tina. Je mets un petit bémol sur les caractères féminins, qui sont, je trouve, finalement assez peu intéressants, même si bien écrits, hein, mais ça va pas très bien que ce soit Tina ou sa sœur Queenie. On est quand même face à des clichés, alors il y a des petites nuances, mais ça décolle pas vraiment, et c'est un peu dommage. Elles vont pas très loin, il me semble, et le film en souffre un peu. Mais bon, oui, ce que je veux dire, c'est que le film souffre un peu là de son statut de film qui ouvre une trilogie, à l'époque. Donc j'imagine qu'ils voulaient garder du développement pour les films suivants, mais c'est un peu dommage d'écrire comme ça. Après, c'est un premier scénario, on peut aussi respecter le fait que J.K. Rowling ait pu faire ces erreurs-là, sachant que, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'elle n'avait pas complètement intégré, sachant qu'elle a essentiellement travaillé sur ses films à elle, donc sur les adaptations de ses livres, mais grosso modo, il faut pas écrire un film comme si c'était un épisode, il faut écrire un film. C'est ce qui fait que le film fonctionne. C'est difficile, hein, quand on est engagé sur un truc, on sait qu'il y aura une suite. Ça demande beaucoup de remise en cause, et de chercher quelque chose de très... C'est un travail d'équilibriste assez étrange. C'est toujours compliqué de faire un film qui donne l'impression d'être hors d'une série, alors qu'il est supposé en être une liaison. Mais moi, je préfère personnellement que le film soit un film avant tout. Et s'il met un peu à mal la série, tant mieux, parce que ça veut dire que cette série était un peu trop sur des rails et qu'elle avançait de manière trop évidente. Ce qui est le cas, par exemple, des Harry Potter, notamment à partir de la Coupe de Feu, mais encore plus quand David Yates prend la réalisation. Et du coup, le film souffre un petit peu de ça. Je pense qu'il attend le film suivant pour développer un peu plus les personnages de Tina et de Queenie. C'est dommage. Je pense que ça l'amoindrit un peu. Petite parenthèse sur le fait que Colin Farrell a un rôle dedans et qu'il est très bien. Dans un rôle plutôt secondaire, mais pour le coup, il fait le taf. Ça le fait plaisir. Ça me fait plaisir de le voir au cinéma. Je le vois pas souvent ces derniers temps. Et je trouve que c'est un bon acteur. La dernière fois que je l'avais vu, c'était dans le dernier film cinéma de Sofia Coppola, Les Proies, d'ailleurs, que je vous conseille de regarder, qui est vraiment très bien. J'ai fait un retour sur les deux films qui sont sortis dessus, l'adaptation de Don Siegel et l'adaptation de Sofia Coppola. Je les ai croisés dans un audioblog. Je vous conseille de voir les deux films et ensuite d'écouter l'audioblog. Mais tout ça pour dire que Colin Farrell était excellent dans ce film-là. Et là, encore une fois, il est très bien, même dans un rôle plus secondaire. Et j'aimerais donner à noter aussi la performance très intéressante d'Ezra Miller dans le rôle de croyance, un jeune homme martyrisé par une mère bigote extrême. Miller qui prouve ici qu'il peut faire des rôles très différents avec beaucoup de vraisemblance. Puisque c'est lui qui joue Flash dans la Justice League, hein, qui est un personnage comique, très speed, très inadapté, mais différent.
parce qu'effectivement, le personnage de Croyance est aussi quelque part un nid adapté, mais un enfant battu. Mais là, en l'occurrence, c'est dans des intensités, pardon, excusez-moi, dans des intensités très différentes, et je trouve qu'il est très bon. Il est très bon en Flash, il est très bon là dans le rôle de Croyance. C'est un acteur à suivre, Ezra Miller. Je me demande si ça va pas, il va percer à un moment donné, en étant vraiment un acteur de lead cast, on va dire triple A. Je serais pas surpris qu'il y arrive à un moment donné, parce que je lui sens ce potentiel. On verra, hein, c'est pas dit que ça va percer demain ou qu'il perce encore au-dessus prochainement. Mais je serais pas surpris que le film Flash, qui est supposé être produit avec lui dans le rôle titre, soit bon, voire très bon, grâce à sa performance. Il faut toujours un bon réalisateur derrière, on est d'accord. Mais ça me surprendrait pas que si on prend le choix de tourner le film autour de lui et de sa performance, le film fonctionne très bien. Bref, je ferme la parenthèse, c'est une hypothèse. Bref, dans le film, heureusement qu'il y a l'histoire de Kowalski. L'acteur s'appelle Dan Fogler, il est excellent, c'est un acteur prolifique, mais j'avais jamais rien vu d'autre de lui, ou je l'avais jamais remarqué dans les films où je l'ai vu, dans les séries, tout simplement. C'est un personnage humain et c'est un homme qui cherche à accomplir ses rêves et à être quelqu'un de bien. C'est aussi simple que ça fait du bien, et c'est un personnage lisible, mais qui pour le coup apporte beaucoup au film en fait, en ne le montrant pas directement. Et ça, c'est très positif dans l'écriture, ça veut dire qu'ils ont réussi à rendre ça très dense, en faisant croire, entre guillemets, que Lomer Dragono était le personnage essentiel, et en fait ils ont donné assez de densité, finalement en moins de temps d'écran, au personnage de Jacob et à d'autres. En plus, autre gros point du film, comme je le disais pour résumer, un univers d'animaux qui est réellement fantastique. C'est enchanteur et terrifiant à la fois. Le pari est réussi. Et puis une autre petite réussite pour moi, c'est le premier film où Yates pose un univers et l'assume totalement, du début à la fin. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai trouvé que le film, en choisissant le point de vue de suivre donc un chasseur d'animaux et de mettre d'y imbriquer cette intrigue politique, peut-être pas toujours de manière fine, mais de l'intriquer dedans, et du coup que lui soit un peu embarqué dedans malgré lui, je trouve que c'est un point de vue très intéressant. Et j'espérais beaucoup que le deuxième film ait la force de refaire ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, on tanne Norbert pour qu'il soit dans une intrigue politique, qu'il le refuse et qu'il soit encore plus radical dans sa recherche des animaux pour les sauvegarder, et ainsi de suite. Et qu'il ait un point de vue du coup assez radical sur l'être humain. Je retrouvais ça très intéressant, et beaucoup de ses attitudes dans le 1 sous-entendent ça. Bref, globalement, Les Animaux Fantastiques, c'est un bon divertissement, un peu amoindri, parce que c'est un des premiers épisodes, et du coup il peut pas développer certaines choses. C'est un poil forcé, notamment sur la fin. Moi j'ai trouvé que la fin, bon, je voyais pas pourquoi on me ramenait cet élément-là à ce moment-là, on aurait pu attendre le film suivant, mais bon. Mais tout de même, le film m'avait assez plu pour me rendre curieux de voir la suite, pour savoir si le ton allait rester aussi original, et quelque part décalé, comme je disais, d'avoir ce héros qui se fout en quelque sorte des intrigues humaines, et qui veut que sauver des animaux en priorité, qui était pour le coup filmé de manière très comique dans le premier film, mais qui sur le fond était assez hardcore, comme je disais. On sortait du film en se disant, ouais, en fait, ce mec, les humains, ça l'intéresse pas, il les rejette quelque part. Bref, voilà mon point de vue un petit peu sur Les Animaux Fantastiques 1, et du coup, comme le premier film a été un énorme succès, il a coûté 180 millions de dollars, ce qui est tout à fait normal, vu le niveau d'effets spéciaux, il a regagné 240 millions sur le territoire américain, mais surtout, il a engendré 812 millions au box-office mondial, et ça, c'est assez énorme. Du coup, la production a un peu tanné J.K. Rowling et David Yates, et on est passé d'une trilogie à une pentalogie. Non plus 3 films, mais 5 films. Quand j'ai appris la chose avant de voir Les Animaux Fantastiques 2, j'ai trouvé la nouvelle plutôt inquiétante, parce que c'est toujours risqué de changer de braquet entre 2 films. Ça déséquilibre souvent les films entre eux, et l'intrigue. Bon, le bon contre-exemple que j'ai à ça, c'est Les Retours vers le futur, ou bien The Lord of the Rings. Hein. C'est des films qui ont été pensés pour être des trilogies, plus ou moins, ce qui a assuré une cohérence et un ton logique dans toute la série. Pardon. Et du coup, ça peut parfois marcher. Mais là, en l'occurrence, déjà dans le Seigneur des Anneaux, il y avait un bouquin qui était la source. Et puis dans le Retour vers le futur, en fait, c'était pas les 3 films, c'était juste le 2 et le 3 qui ont été faits ensemble. Mais ça a assuré une cohérence entre les films qu'on a rarement vu. Moi, un des trucs que je respecte énormément dans le Retour vers le futur, c'est à quel point le 3 est décalé en termes
d'univers, en quelque sorte, par rapport au 2 et au 1. Et pourtant, le 3 est un excellent film. Bref, sur la parenthèse, je ne veux pas spoiler cette série sur laquelle je ferai un retour très très certainement, d'une manière ou d'une autre. Et donc, arrivent donc les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, qui auraient dû plutôt s'appeler les crimes de Grindelwald avec des Animaux Fantastiques dedans. Mais je vais m'expliquer. Vous commencez à piger mon changement de ton et d'humeur. Mais d'abord, pitch. Pitch des Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald. Alors que Norbert est jugé pour les troubles qu'il aurait créés à New York dans les Fantastic Beasts 1, il est contacté par nul autre que Dumbledore, jeune à l'époque, pour retrouver à Paris la trace de nul autre du criminel Grindelwald. Ce dernier s'étant échappé de sa prison. Il souhaite ainsi enfin rassembler ses partisans pour commencer son renversement du monde. Là je parle de Grindelwald, hein, excusez-moi. Mais alors que Norbert accepte cette périlleuse mission, Jacob et Queenie lui rendent visite à Paris pour lui annoncer leur mariage. Malheureusement, Norbert comprend très vite que quelque chose dans cette idylle amoureuse cloche. Donc, comme vous pouvez le constater dans mon pitch, et je l'ai fait exprès de le laisser, dès le début, ce qui met en action notre copain Norbert Dragono, qui jusque-là était visiblement capable de voyager dans le monde et de tromper un petit peu tous les services, est bloqué en Angleterre et il est interdit de voyager hors d'Angleterre parce qu'il a foutu le bordel à New York, soi-disant, alors qu'en fait il a sauvé New York, hein, et que les services secrets, que les services américains l'ont vu, donc je vois pas pourquoi ils l'ont pas transmis aux services anglais, mais bon, imaginons. C'est pas une incohérence, mais moi ça m'a tout de suite gratté. Pourquoi on l'empêche de se déplacer? Il a sauvé le monde, mais bon, peu importe. Et en plus avec ses animaux, mais bon, peu importe, encore une fois. Donc il est bloqué en Angleterre, et ce qui l'amène à franchir la limite de ça, c'est pas qu'on lui dit il y a un super animal à aller sauver à Paris, vas-y, et ce qui aurait été malin de la part de Dumbledore, histoire de l'embraquer dans l'histoire sans vraiment lui dire. Non, il lui dit clairement, il y a le criminel machin truc, dans Grindelwald, il faut que tu ailles t'en occuper parce que t'es quelqu'un de bien. Je caricature. Et ça, c'est tout de suite un point de vue qui est décevant, d'emblée. Alors que, comme je viens de vous l'expliquer, Norbert était clairement un personnage asocial et qui s'intéressait plus aux animaux, et ça, c'était respectable de son point de vue. C'est pas du tout un point de vue si caricatural que ça, et si, entre guillemets, fantaisiste. Il y a des tas de gens qui ont cette sensation-là, qui s'intéressent plus aux animaux qu'aux êtres humains. Et même si je pourrais critiquer ça sur plein de points, je respecte que ce soit leur sensibilité, c'est tout, c'est comme ça. Et je pense qu'ils ont des raisons très fortes et justes et cohérentes d'avoir ce désir-là. En l'occurrence, le film abandonne ça très très vite. Norbert va à Paris, puisque c'est à Paris que l'intrigue se passe en général, en majorité du film, pour trouver Grindelwald, c'est son taf. Après, il se passe d'autres trucs, il y a Queenie et Jacob qui viennent, et du coup ça change un peu son truc, il sait que Tina est là, blablabla. L'intrigue se complexifie, mais au final, ce qui l'a donné envie de se bouger n'était pas ce qui lui donnait envie de se bouger dans le premier film. Et surtout, un des films principaux du film, c'est justement le fait que bien qu'il aille à Paris sous l'impulsion de Dumbledore, il dit quand même à son frère plus tard qu'il n'a pas choisi de camp et qu'il veut pas agir. Mais c'est exactement pour ça qu'il est venu à Paris, c'est pour agir. Donc il y a quelque chose comme ça qui est complètement paradoxal dans l'idée même de départ. Et surtout, dès le début du film, le film te dit clairement, c'est bon, il est devenu sérieux, il va suivre Grindelwald, parce qu'on ne le voyait pas assez dans le 1, c'était un problème. Comme si que dans le 1, c'était un problème, qu'on s'intéresse essentiellement à la chasse aux animaux, alors que c'est exactement là que le film devenait original. Avait un point de vue décalé, qui le rendait comique, qui le rendait, comment dire, réellement singulier dans la série des Harry Potter. Là, on se retrouve de nouveau avec un personnage qui va courir grosso modo après un grand méchant qui est très 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 dangereux. Et le pire, c'est que ce personnage vous dit grosso modo qu'il est même pas sûr d'avoir un intérêt pour ça. Je spoile pas, mais grosso modo, il en a un à la fin, mais c'est quand même... Il aurait dû donc commencer à avoir ce genre de réaction et d'envie à la fin du 2. Et donc pour le 3, et pas pour le 2. Donc dès le départ, il y a comme ça des choses qui sont un peu brinque-ballantes et qui m'amènent à penser que le changement d'écriture entre la trilogie et la pentalogie n'a pas été tout à fait bien géré par J.K. Rowling. Il y a d'autres trucs dans le film qui m'ont laissé un peu circonspect, mais je ne ferai pas de partie spoiler sur ce film. Je pense qu'il faut être fan de la série Harry Potter pour s'y intéresser. Et honnêtement, je trouve pas ça, personnellement, ça m'a pas choqué plus que ça. Je me suis demandé ce que ça foutait là, mais vraiment pas plus que ça. Je vais me concentrer sur le film en soi. Grosso modo, comme je viens de vous le dire, malheureusement de vous l'éventer, si vous vous attendez à retrouver des animaux fantastiques dans les Animaux Fantastiques 2, vous risquez d'être déçus, il y en a beaucoup moins.
Il y en a beaucoup moins, c'est clairement plus le sujet central du film. Le film aurait dû s'appeler Les crimes de Grindelwald, fin de l'histoire. Ou Grindelwald, virgule, ses crimes. Parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus vrai, en quelque sorte, de ce que le film raconte. Les animaux fantastiques, on en a grosso modo un, je caricature, à peine. Et c'est tout. Et même s'il y en a d'autres qui ont été déjà présents, un qui reviennent et qui apportent quelque chose dans la narration, bah ça fait un peu mince, et surtout ça enlève une des très grandes qualités du premier film, j'insiste. Du coup on se retrouve avec un film sombre d'adulte dans l'univers d'Harry Potter, où grosso modo le moteur de l'intrigue est politique. Et c'est décevant. C'est décevant parce qu'on se retrouve du coup avec le retour du personnage de croyance. Et à mon sens, c'est maladroit. C'est maladroit de la faire revenir comme ça, même si je comprends l'idée. Il a une histoire d'amour, tout ça, donc c'est plutôt joli. Et le personnage dont il est amoureux, en plus, c'est déjà dans l'univers Harry Potter, donc c'est assez intéressant, ça peut être fun pour les fans de voir ça. Je reste circonspect sur le fait de l'avoir fait revenir aussi frontalement et sans plus d'explication de ça, vu la fin du personnage dans le premier film. Mais bon, imaginons. Ça, à la limite, je suis prêt à passer au-dessus. Ce que j'apprécie moins, c'est que du coup, je me retrouve avec un film d'intrigue plutôt bien rythmé, hein. C'est encore David Yates, il s'est taffé, quoi. Donc on a un film qui se suit, je trouve, de manière assez agréable. On a des tas de moments magiques assez fun. On a cette fameuse séquence où on poursuit une sorte de grand dragon, de grandes créatures chinoises dans les rues de Paris. C'est vraiment classe, c'est très bien foutu. On a les passages où on a notamment une très belle séquence où on voit les qualités d'enquêteur de Norbert Dragono, comment il arrive à reconstituer une situation et à retrouver la trace de Tina. Séquence qui est vraiment bien foutue, très visuelle, très classe. On a la séquence dont je vous parlais au début, où Norbert sent que le mariage entre Queenie et Jacob fonctionne pas vraiment, qui est une séquence assez classe, parce qu'elle densifie beaucoup le personnage de Queenie notamment, et donc son relationnel avec Jacob. Histoire qui dans le film fonctionne vraiment bien, et qui est l'histoire encore une fois qui fonctionne le mieux, notamment parce qu'elle partait sur de très bonnes bases dans le 1, et qu'elle retrouve ses bases dans le deuxième, et que du coup, bah, son développement est cohérent, et a une vraie assise comme ça, qui fait que dans le deuxième, on continue de la développer, et tiens, c'est bizarre, ça continue de fonctionner. Mais il y a vraiment eu un choix radical dans le développement du personnage de Queenie qui peut être discutable. C'est pas quelque chose qu'on pouvait sentir dans le premier film, mais qui pour le coup, là, amène beaucoup de qualité au film. Parce que, je vais être clair, grosso modo, il y a le frère de Norbert Dragono et son ex de l'école Poudlard qui grosso modo sont dans l'histoire, qui ont un rôle important dans l'histoire. Pardon. Et honnêtement, même si je trouve ça plutôt original en termes la conclusion est plutôt originale, je trouve que ça transforme tellement le personnage de Norbert en héros lambda que c'en est décevant. C'en est décevant. J'aurais aimé, moi perso, qu'ils évitent d'être aussi simplement frontaux dans le fait que c'est grosso modo devenu un héros qui a comme spécificité d'avoir des animaux. Et c'est dommage. C'est dommage parce que toute sa valeur de zoologiste est résumée à une petite séquence, certes spectaculaire, mais finalement qui apporte vraiment pas grand-chose au film, qui introduit un personnage qui finalement aura pas plus d'importance que ça dans ce film-là. On sent vraiment le personnage posé pour avoir une importance dans les films suivants. En plus, on a encore le coup de l'assistante qui est amoureux de son truc, de son boss. Bon, tout ça renifle pas l'originalité, et surtout ça cache pas. C'est utilisé un peu comme un cache-misère qui montre que on quitte un petit peu cette chasse aux animaux merveilleux, et c'est dommage parce que c'était ça la valeur des animaux fantastiques selon moi. Au-delà du fait d'être une préquelle de Harry Potter, au final, j'ai pas envie de dire qu'on s'en fout un peu de ce qui s'est passé avant les Harry Potter, mais je pense que les fans de la série vont peut-être attendre des réponses qui n'ont pas eu lieu dans la série Harry Potter, qui effectivement n'étaient pas dans les films et qui manquaient, je pense, pour certaines intrigues, je l'entends, mais je pense que c'est pas intéressant de gâcher un univers aussi original que celui des animaux fantastiques dans le premier en y introduisant de force Dumbledore, en lui en donnant une importance comme ça très grande. Et ce, pourtant, malgré la très bonne interprétation de Jude Law, qui est vraiment classe, comme d'habitude, il pète la classe, hein, ça c'est un classique, comme l'a très bien dit Karim Debache, il faudrait trouver des exemples où Jude Law pète pas la classe dans un film, même dans les mauvais films où il a joué d'ailleurs. Non, je ne pense pas au roi Arthur de mon copain Guy Ritchie, mais bon, je ferme la parenthèse.
Tout ça pour dire, il est très bien, et je trouve que c'est un Dumbledore qu'on a envie de suivre. Ça, c'est vraiment classe, c'est réussi. Donc ça fait plaisir, et je pense que dans les suites, ce sera toujours sympathique de retrouver ce Dumbledore-là, ce Dumbledore jeune qui est joué par un Jude Law inspiré et qui est investi par le rôle. Autre point positif du film, parce que là je suis tombé un peu dessus à bras raccourcis, j'ai vu que beaucoup de gens critiquaient l'intrigue politique de Grindelwald de manière un petit peu... en disant que c'était un peu pâteau, un peu évident, un peu facile, un peu cliché. Moi perso, ça m'a fait plaisir de voir un méchant qui utilise vraiment son cerveau et qui essaie de manipuler les gens de manière fine. Je trouve que c'est pas assez présent dans les films de cinéma. En général, il y a toujours un moment donné où ils dérapent, ils deviennent machiavéliques de manière frontale. Je vais te tuer. Vous voyez ce que je veux dire, le fameux coup du je vais tuer le héros devant tout le monde, aux yeux et au vu de tout le monde, pour bien que tout le monde voit que je suis méchant et que le héros c'est bien le héros. Là, ça n'arrive pas, et on est au deuxième film, hein, donc c'est facile à dire, mais ça n'arrive pas, et je trouve que c'est une vraie qualité du film. Parce que ça laisse à Grindelwald une certaine densité intellectuelle, psychologique. C'est un mec qui a compris son univers et qui, quelque part, veut obtenir quelque chose, mais il va pas le dire frontalement. Il va essayer de manipuler les gens pour l'obtenir petit à petit. Et c'est ce qui fait que, on a un méchant, finalement, plutôt charismatique, avec un Johnny Depp qui sait jouer avec une certaine retenue, ce qui fait du bien. Et qui, pour le coup, même si je suis pas forcément fan du côté cheveux blancs peroxydés au-dessus de la tête, ça fait pas du tout coiffure de l'univers d'Harry Potter dans les années 30 ou 60, je sais plus où ils sont. Je crois que c'est les années 30, puisque c'est avant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est les années 30. Ça fait pas du tout années 30. Donc je sais pas trop quoi penser de ce personnage dans sa tête, la tête qu'il a rasée sur le côté avec les cheveux vers le haut peroxydés, un œil... Bon alors ça visiblement c'est un œil naturel, mais bon vous voyez, un œil albinos par rapport à l'autre, bref. Le look, je suis pas convaincu de sa cohérence, mais par contre, le développement de son intrigue, le développement de son plan, ouais, je trouve que c'est plutôt logique. Plutôt malin, il a besoin d'avoir une grosse équipe derrière lui s'il veut retourner le monde des magiciens, il peut pas le faire tout seul. Et du coup, la manière dont il manipule les gens et la communication et ce que les gens vont dire, notamment du gouvernement anglais, américain, tout ça, des services secrets, c'est bien vu. C'est plutôt malin, je trouve. Moi, perso, je trouvais que c'était malin, je trouvais que c'était un méchant subtil, ce qui est rare. On en a de plus en plus, et tant mieux. Mais ils sont pas tombés dans le truc d'en faire un méchant de Harry Potter, un peu à la manière de Voldemort, qui fait des grimaces et des machins, mais finalement qui a des plans absurdes. Et je parle même pas de Béatrice Lestrange ou c'est pas Drago Malfoy de son père, là, des Malfoy. Vous voyez, c'était quand même pas très reluisant, les méchants dans les Harry Potter. Et là, enfin, on gagne une certaine densité avec un vrai manipulateur. Attendons de voir. Je dis pas non plus que c'est pas Kaiser Soze, mais on a quand même un niveau de manipulation qui est correct et qui est intéressant par rapport au public, notamment quand il choisit de vraiment jusqu'au bout de pas révéler aux gens qui il est, ce qu'il veut vraiment obtenir. C'est plutôt classe, ça, honnêtement. Et son rapport au personnage de croyance, du coup, est assez cohérent, même si, encore une fois, le retour du personnage de croyance n'est pas si... Et pas... Voilà. Je vois pas vraiment l'intérêt, quoi. Enfin, je sais pas que je vois pas l'intérêt, c'est que je trouve qu'il est ramené de manière un peu artificielle au départ. Et il a un trajet dans le film, finalement... Ça va un petit peu vite, mais bon... Imaginons. Ils veulent travailler... Enfin, voilà, une autre critique, malheureusement, que je suis obligé de faire, c'est aussi que on sent que l'intrigue est une liaison d'un film et un autre, et c'est un peu dommage. Même si, heureusement, l'histoire entre Jacob et Queenie se développe encore très très bien, et commence vraiment, pour moi, à être une des colonnes vertébrales qui fait que j'ai envie de voir la suite, même si je comprends le développement du personnage de Norbert, je trouve qu'ils l'ont simplifié à un endroit, il aurait dû justement se radicaliser pour que ça reste une série de films étranges. Imaginez les suites, quoi. Le monde est à feu et à sang, et lui, ce qui l'intéresse, c'est... Grindelwald, ok, s'il peut le bloquer, il le bloque, parce qu'il est pas gentil, d'accord, il aime bien Dumbledore, mais en fait, ce qui l'intéresse, c'est de chasser des animaux fantastiques, fin de l'histoire. Qu'est-ce que ce serait étrange? On aurait une sorte de métaphore de notre individualisme actuel, mais avec quelqu'un finalement de très empathique, mais pas envers les humains. Pas envers les magiciens ni rien, mais envers les animaux. Il y aurait quelque chose comme ça du... Oui, vous le méritez pas, je vois pas pourquoi je vais vous donner ça, alors que... Vous le méritez pas, et au final, il serait imbriqué là-dedans d'une manière ou d'une autre, par amour ou par autre. Ce serait vraiment, vraiment bon, je pense. Là, en l'occurrence, on a juste un ado qui grandit une bonne fois pour toutes, mais je trouve pas ça très marquant. Je peux conclure, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ces films, je connais pas assez la série des Harry Potter, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont hurlé au scandale en disant que c'était le pire film de la série Harry Potter. Oui et non, parce que je trouve que l'histoire de Jacob et Queenie reste très intéressante. Il y a encore cette séquence avec, comme je disais, la séquence de l'enquête, la séquence avec la séquence de fin qui est très spectaculaire et qui est plutôt classe.
Finalement, on voit pas Grindelwald faire beaucoup de crimes dans le film, mais bon, peu importe. L'évasion de Grindelwald aussi au début est assez spectaculaire, pas mal foutu. Le film réserve quand même ses séquences spectaculaires et les gère plutôt bien. C'est clair que l'intrigue politique est pas très intéressante, mais au final ça reste une intrigue intime qui finit par driver le film, et tant mieux. Alors je résumerai simplement en disant que c'est une déception parce que il y avait vraiment quelque chose de très très bien à faire dans Les Animaux Fantastiques 2 et que Les Animaux Fantastiques 1, dans sa radicalité d'écriture, avait amorcé et ils ont fait demi-tour. Et c'est vraiment dommage. Est-ce que j'ai envie de voir la suite ? Oui, parce que Jacob et Queenie, encore une fois, ça vaut le coup. Mais est-ce que j'inciterai les gens à voir Les Animaux Fantastiques maintenant ? Je sais pas. Faut aimer les Harry Potter, je pense. Et si vous avez aimé le 1, je suis pas certain que ça vaille le coup de voir le 2, quoi. Paradoxalement. C'est un peu décevant, le 2. Mais ils ont fait ce qu'il fallait dans le 1 pour qu'on se dise, bah maintenant, il faut que je regarde la suite. Voilà, là où c'est un petit peu roublard, quoi. Mais je vais m'arrêter là. J'ai pas grand-chose à dire sur Les Animaux Fantastiques, à part dire que c'est un peu décevant, qu'ils auraient pu faire quelque chose de tellement mieux. Oui, sur la réalisation de David Yates, toujours la même chose, c'est bien foutu, c'est sobre. On m'a fait remarquer encore dernièrement qu'il a une tendance à voir cet univers de manière très sombre. Tout est comme ça, très noir, bleu, nuit. Ouais, moi personne, ça me choque pas plus que ça. Au final, on suit quand même un univers qui est décadent, donc pourquoi pas. Mais au final, je trouve que c'est une réalisation qui reste finalement assez impersonnelle. Et c'était dans Les Animaux Fantastiques 1 qu'il avait réussi quelque chose là. Il l'a amoindri. Ça s'est amoindri au niveau de l'écriture. Ça s'est automatiquement amoindri au niveau de la réalisation. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Tweetez, Instagrammez, Facebookez. Surtout commentez. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de HO. Salut les amis. À bientôt.